Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons nous intéresser à cet exercice d'examen. Donc, partie A, on prend un espace affine euclidien de direction, l'espace vectoriel euclidien grand E de dimension 3. On demande de montrer qu'un champ de vecteur T de E est équiprojectif si et seulement si il est antisymétrique. Et par rapport à cette question, je vous dis qu'on fait le cours. Maintenant, au niveau de la question 2, la question 1, on l'a déjà fait dans les vidéos précédentes. Donc, au niveau de la question 2, on prend T, un torseur et un point A de E, de l'espace affine E. On demande de montrer qu'il existe un glisseur unique GA dont l'axe passe par A et un couple unique C tel que T se décompose de la forme GA plus C. Autrement dit, tout torseur se décompose en tout point A de façon unique comme glisseur plus couple. C'est ce que nous allons démontrer. Donc, voilà. On va y aller tout de suite. Voilà, donc on prend un torseur T, bien évidemment. Soit T un torseur. T désigne un torseur. Et on prend A un point de l'espace affine. Et A un point de l'espace affine. D'après la loi du transport des moments, nous savons qu'on peut écrire une certaine relation. On va aussi prendre R, le vecteur de T. Soit R, le vecteur ou bien la résultante générale du torseur T. Donc, nous pouvons écrire d'après la loi du transport des moments que quoi? D'après la loi du transport des moments, voilà, nous pouvons écrire que le moment pour tout point P de l'espace affine E, le moment en P est égal au moment en A plus le vecteur de T vectoriel quoi AP. Voilà. On peut écrire ça. Donc, nous allons définir maintenant un couple. Nous allons définir un couple de vecteurs, disons un couple égal à T de A. C'est-à-dire, T de A sera notre couple et R vectoriel AP sera notre glisseur. Je vais donc dire que on définit maintenant. On définit l'application C. C'est l'application de l'espace affine E. Donc, l'espace vectoriel grand E qui, à tout point P, associe T de A. OK? Donc, vous voyez, C est un champ constant. C est un champ constant puisque c'est toujours égal à T de A. C'est toujours égal à T de A. Quel que soit le point P de l'espace affine E, C de P, c'est T de A. Bon, je dirais que C est un couple plus tard. Maintenant, on va noter aussi GA, l'autre celui-là. Et GA, l'application définit toujours de l'espace affine E dans l'espace vectoriel grand E, qui à tout point P associe quoi? R vectoriel AP. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer que le C ainsi défini est bien un couple. Ce qui est assez évident quand même. Voilà, puisque C est un torseur constant. Bon, c'est un champ constant, quoi. Donc, je crée que pour tout point P de l'espace affine E, vous voyez que C de P est égal à quoi? Est égal à T de A. Vous voyez, non, C de P est toujours égal à T de A. Donc, on va donc dire que C est constant, quoi. C est donc constant. C est un champ constant, puisque le point A est un point constant. Voilà, donc, si vous prenez C de Q, c'était du A. C de n'importe quoi, c'était du A. C'est suffisant pour dire que C est constant. En particulier, par exemple, je pourrais dire que... bon, bref, je dis d'abord que C est constant. Si je veux encore préciser, je pourrais dire que comme C de P est toujours égal à T de A, je peux dire que en particulier C de P sera égal à C de n'importe quoi, C de P égal à C de Q, C de n'importe quoi, tout ça, ça donne T de A. Donc comme C est constant, C de P sera égal à C de A en particulier. Ok, parce que C est constant.
Et déjà, vous pouvez voir ça comme C de A plus quoi? Le vecteur nul vectoriel AP. Ça donne un vecteur nul. Hein. Donc, comme ça, vous pouvez dire que le vecteur nul, qui est en fait est le vecteur de C, quoi. Donc, vu de cette façon, bon, vous pouvez mieux comprendre, peut-être. Donc, le vecteur nul est en quelque sorte le vecteur du torseur C. Et donc, on va dire que C est un torseur. C est un torseur de vecteur nul. C est un torseur, voilà, du vecteur nul. C'est donc un couple. C'est un couple. Maintenant, on va s'attaquer à l'autre. On va s'attaquer à l'autre. Ce champ de vecteur GA. On va s'attaquer à GA. Donc, j'écris que, en fait, pour tout point P de l'espace affine E, j'ai défini GA de P comme étant égal à R vectoriel à P. Maintenant, remarquez en particulier que GA s'annule en au moins un point. Parce que si vous calculez GA de A, si vous calculez GA de A, ça donne combien? Ça donne R vectoriel quoi? AA, vous voyez ça? Et R vectoriel A, c'est quoi? A, c'est le vecteur nul. Hein. Donc, ça va donner vecteur nul. Vous voyez donc que je peux affirmer que je peux écrire que GA de P qui fait en fait R vectoriel AP peut s'écrire comme GA de A plus R vectoriel AP. N'est-ce pas? Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que GA de A est nul. Hein. GA de A est nul. Donc, c'est comme si je n'avais rien ajouté. Vous voyez que GA vérifie la loi du transport des moments. GA vérifie la loi du transport des moments parce que GA de P égale à GA de A plus R vectoriel AP. Donc, voilà. Et comme GA de A est nul, on va dire que GA est un torseur, tout d'abord, est un torseur de moment nul en A, au point A. Donc, il s'agit d'un glisseur. Donc, GA est bel et bien un glisseur. Donc, GA est un glisseur. On sait que pour les glisseurs, la centrale, c'est l'ensemble des points où le moment est nul. Je vous l'avais remarqué. Pour un glisseur, la centrale, c'est l'ensemble des points où le moment est nul. Donc on peut dire que son axe central passe par A. Et son axe central même passe par le point A. L'axe central passe alors par quoi? Par A, puisque le moment est nul en A, quoi. Voilà. Donc finalement, on voit qu'on a pu faire une décomposition. On a pu décomposer en fait le torseur T en la somme d'un couple et d'un glisseur. Donc finalement, on a alors cette égalité. On a donc T de P égale à quoi? GA de P plus quoi? C de P, quel que soit le point P de l'espace affine E. C'est-à-dire que T est égal à GA plus quoi? Plus C. Donc on vient de décomposer le torseur T comme la somme d'un glisseur et d'un couple. Mais ce n'est pas tout. L'énoncé a bien dit de façon unique, de démontrer que, voilà, qu'on peut avoir cette décomposition de façon comment? Unique. Donc, nous, on a juste démontré qu'on peut le faire. On a juste montré que T se décompose comme la somme d'un glisseur et d'un couple. Maintenant, il faut démontrer que c'est la seule façon de pouvoir faire la décomposition. Il faut montrer que cette décomposition, elle est unique. Je donne quelques petits exemples. Vous voyez, quand vous prenez 7 par exemple, vous savez que 7 peut s'écrire comme 3 plus 4. Mais 7 peut aussi s'écrire comme 5 plus 2. Comme 1 plus 6. Vous voyez donc que 7 ne peut pas se décomposer de façon unique comme la somme de deux entiers. Ce que j'en sais dit de faire ici, c'est de montrer que ici, c'est le cas que le torseur T peut se décomposer de façon unique comme la somme de deux entiers. Et comme la somme d'un glisseur dont la centrale passe par A et d'un couple. Voilà. Donc, pour faire la démonstration, c'est simple. Nous allons supposer qu'il y a d'autres glisseurs et couples qui font l'affaire. C'est bon? C'est-à-dire pour montrer l'unicité. Des fois, en mathématiques, pour montrer qu'une quantité, que X est le seul à vérifier la propriété P de X, qu'est-ce qu'on fait? On prend un autre Y qui vérifie cette même propriété. Et on montre que X et Y sont les mêmes. Cela conduirait donc à dire que X est unique. Voilà, c'est tout. Donc si on vous dit de montrer qu'une certaine quantité est unique, supposez qu'il y a une autre quantité
qui fait l'affaire, montrer qu'en fait, que les deux quantités dont vous parlez sont les mêmes en fait. C'est ce que nous allons faire ici. Donc, pour démontrer l'unicité, donc la première partie, c'était une partie concernant l'existence, ok? C'est une partie concernant l'existence. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est la partie unicité. Donc, unicité. Donc, pour cela, il faut voilà, supposer qu'on peut trouver d'autres glisseurs qui font l'affaire. Voilà. Supposons que T se décompose de deux façons. Que T se décompose de la forme un glisseur en A plus C. Et que T se décompose de la forme un autre glisseur que je vais appeler G' en A. Un autre couple que je vais appeler C'. Ok. Où GA et G'(A) et G'(A) sont des glisseurs qui s'annulent au point A. Sont des glisseurs dont la centrale passe à A. Hein. C'est la même chose que je dis que sont des glisseurs qui s'annulent au point A. Donc la centrale passe par A. Voilà. Et CC' des couples. L'objectif serait de vous montrer que forcément, je vais vous démontrer qu'on a forcément GA égale à GA' et C égale à C'. Alors, allons-y. Donc, comme T, voilà, est égal à ceci et ceci, je peux conclure que les deux expressions sont en fait les mêmes. Je vais donc dire que GA plus C. Donc, je vais dire qu'on a le glisseur en A plus le couple C est égal à G'(A) plus quoi? Plus tout simplement C'. Et nous faisons donc la différence. On va faire GA alors moins quoi? G'(A) est égal à quoi? C' moins quoi? Moins C, tout simplement. Ensuite, je vais essayer d'appliquer cette propriété en particulier au point A. Ok? Je vais appliquer cette propriété au point A. C'est l'égalité de deux applications. Si vous avez f égale à g, vous pouvez dire que f de x égale à g de x. On est d'accord. Donc, je vais dire ici que, alors, en particulier, je vais dire que si j'applique ça là en A, c'est-à-dire si j'ai GA moins G'(A) de A, ça fait quoi? C' moins C de A. Voilà. Alors, allons-y. À partir de là, quand on décompose, j'ai donc GA de A moins G'(A) de A est égal à C' de A moins quoi? C de A. Or, on a dit que GA, son A central passe par A. G'(A) aussi, son A central passe par A. Donc, GA de A est nul, quoi. Comme sur un glisseur. Hein. GA de A est nul, G'(A) de A est nul. On est d'accord. Donc, cette partie, elle est nulle, quoi. Voilà. Ce sont des glisseurs qui s'annulent au point A. Donc, cette partie-là, elle est nulle. On a ici C'(A) moins C de A. On est d'accord. Donc, ce qu'on peut dire alors, c'est quoi? C'est que C' de A est égal à quoi? C de A. Et cela, déjà, pourra nous permettre de dire que C' et C sont égaux. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que je peux à partir de là dire que pour tout point P de l'espace affine E, on sait que C est constant. C étant constant, C de P est égal à C de A. Vous savez ça? C de P est égal à C de A. Voilà, car C est un couple, quoi. C est un couple. Pour les couples, c'est comme ça. C'est la même chose pour C'. Hein. C'est C' de P aussi. Je peux dire que ça va être C' de A. Parce que C' aussi. C' aussi est un couple. Or, j'ai démontré que quoi? Que C de A est égal à C' de A. J'ai démontré que les deux sont les mêmes. On voit que ça me permet de conclure que C de P est égal à C' de P. Comme C de A est égal à C' de A. Alors C de P. Donc, je peux donc écrire que pour tous les points P, hein, voilà, C de P est égal à C' de P. Alors, je peux dire que C égale à C', puisque cette relation est valable pour tous les points. Notez bien que, arrivé ici, vous ne pouvez pas encore dire que C égale à C'. Ici, la seule information que vous savez, c'est que C de A est égal à C' de A. C'est-à-dire, il y a un point où C de A et C' de A sont identiques. Ça ne veut pas encore dire que c'est vrai pour tous les points.
Si vous savez par exemple que f de 3 est égal à g de 3, ça ne veut pas encore dire que f est égal à g. Par contre, si vous avez pour tout x, f de x égale à g de x, là, vous pouvez dire que f est égal à g. C'est ce que j'ai fait. OK? Donc, on a montré que, voilà, pour tous les points P de l'espace affine E, C de P égale à C' de P. Donc, on vient de montrer que C égale à C'. Donc, on a démontré que C est unique, ça. OK? Donc, ça veut dire que C est unique. Donc, il faut maintenant montrer l'unicité aussi de GA. Je dois montrer aussi que GA est égal à quoi? GA'. Maintenant, donc, je reviens à cette relation que nous avons eu à établir. Ouais. On avait écrit que GA moins GA', ça fait C' moins C. Donc, on revient là-bas. Donc, on avait écrit que GA moins GA' est égal à quoi? C' moins C. Or, je viens de dire que quoi? Je viens de démontrer que C est égal à C'. Voilà, donc, ne perdez pas cela de vue. On vient de montrer que C est égal à C'. Un peu plus haut. Voilà, on a démontré ici que C est égal à C'. Et on a dit que C est unique. Donc, ici, comme C est égal à C', alors ceci est nul. OK? Car C est égal à C'. Donc, on voit que comme GA moins GA' est nul, alors je peux dire que quoi? GA est égal à quoi? GA'. On vient donc de montrer l'unicité du glisseur GA. Donc, on peut dire que GA est aussi unique. Vous voyez, on a donc démontré ce qu'on veut. On vient donc de démontrer que quand vous avez un torseur T et un point A donné, le torseur se décompose de façon unique comme la somme de glisseurs qui s'annule en A et d'un couple C de façon unique. Voilà. Donc, c'est une preuve qui s'est faite en deux temps. On a d'abord démontré l'existence de GA et de C. Ensuite, on a démontré qu'ils sont les seuls à faire la chose. Voilà. Nous passons donc à la question qui suit. Donc, au niveau de la partie B, précisément. Donc, au niveau de la question C, bon, puisque le grand B a été fait aussi, déterminer les endomorphismes antisymétriques de l'espace vectoriel euclidien R2, cela a été fait également. Donc, on va au C, où il s'agit de faire quoi? Donc, on dit ici que pour tout réel phi, on désigne par T phi le torseur de vecteur R phi, cosinus phi, sinus de phi, et 1, ça ne se fait pas voir, mais bon, la dernière composante, c'est 1. On demande de calculer le co-moment on demande de calculer le co-moment de T phi 1, T phi 2, et dans l'étude de la nature du torseur T phi. Et dans l'étude de la nature du torseur T phi. Donc, à partir du calcul du co-moment. Donc, c'est ce que nous allons chercher à faire. Donc, la définition du co-moment, le co-moment de T phi 1 et T phi 2 est calculé en faisant quoi? T phi 1, T phi 2. Vous prenez T phi 1. Ici, le l'énoncé a donné T phi en eau, hein, il a donné les T phi en eau. Donc, on va calculer naturellement le co-moment avec le point O. Je vous disais que vous pouvez le faire avec n'importe quel point. Ici, vous n'avez même pas le choix, puisque c'est le seul point qu'on vous a donné qui est O. Donc, vous allez le calculer avec ce point tout naturellement. Le co-moment de T phi 1 et T phi 2, donc calculé avec le point O, est donné par T phi 1 de O, scalaire, le vecteur de T phi 2, c'est-à-dire R phi 2. Donc, en mettant T phi 2 de O, scalaire, le vecteur de T phi 1, c'est-à-dire R phi 1. Voilà. Donc, il faut faire le calcul. C'est un calcul de produit scalaire. Donc, que vaut T phi 1 de O scalaire R phi 2. Donc, vous voyez l'expression de T phi 1. Bon, bref, je vais faire un alignement par colonne afin que vous puissiez mieux voir. Donc, T phi 1 de O, on remplace juste phi par phi 1. Les composantes sont 1 moins sinus de phi 1. Ensuite, cosinus de phi 1 moins 1. Et ensuite, sinus de phi 1 moins cosinus de phi 1. On fait ceci, scalaire R phi 2. On remplace phi par phi 2. Donc, R phi, c'était cosinus phi sinus phi 1. Donc, R phi 2, c'est
cosinus phi2, sinus de phi2, et quoi? Cosinus phi2, sinus phi2 et 1. Voilà. Et on fait la même chose au niveau de t phi2 de haut scalaire phi1. Donc vous reprenez, disons, la même quantité, mais en remplaçant phi1 par phi2 et phi2 par phi1 en quelque sorte. Hein. Donc dans cette, vous reprenez quasiment la même chose de l'autre côté. On fait l'addition de ces deux grandeurs. Bon, bien évidemment, comme je le disais, t phi2 de haut, c'est avec phi2 qui vous fait les calculs. Donc la différence, c'est que ici, ce n'est pas 1, mais c'est 2. Et au niveau de R phi 1, donc il faut remplacer ici par 1 un peu partout. Donc 1. Voilà. Et il faut faire les calculs maintenant. Donc c'est un calcul de produit scalaire, hein, donc on ne va pas se tuer quand même. Donc on fait 1 moins sinus de phi 1 fois cosinus phi 2. Je vais en même temps développer. Hein. Donc quand vous développez, premièrement, vous avez cosinus de phi 2 moins sinus de phi 1 cosinus de phi 2. Ensuite, vous avez sur cette ligne, vous avez cosinus phi 1 sinus phi 2, cosinus de phi 1 sinus de phi 2 moins sinus de phi 2. Ensuite, au niveau de cette ligne, vous avez sinus de phi 1 moins quoi? Moins cosinus de quoi? De phi 1. Maintenant, on va au niveau du second produit scalaire, on fait la même chose. Donc, sur la première ligne, on a cosinus de phi 1 moins sinus de phi 2, cosinus de phi 1. Ensuite, au niveau de la deuxième ligne, nous avons cosinus de phi 2, sinus de phi 1, cosinus de phi 2 fois sinus de phi 1, moins sinus de phi 1. Et au niveau de la dernière, on a sinus de phi 2 moins cosinus de phi 2. Voilà. On fait les calculs qui s'imposent. On verra que les choses vont se simplifier. Donc, si on prend par exemple cosinus de phi 2, vous voyez qu'il y a moins cosinus de phi 2 ici. Donc, vous prenez moins sinus de phi 1 cosinus de phi 2. Vous avez ici plus sinus de phi 1 cosinus de phi 2. Ça part aussi. Donc, vous prenez cosinus phi 1 sinus phi 2. Vous l'avez aussi ici. Moins cosinus phi 1 sinus 2. Moins sinus phi 2 cosinus phi 1. Ça part aussi. Quand vous prenez moins sinus de phi 2, vous avez ici plus sinus de phi 2. Voilà. Donc, quand vous prenez sinus de phi 1, vous avez moins sinus de phi 1. Et enfin, quand vous avez moins cosinus de phi 1, vous voyez ici plus cosinus de phi 1. Donc, vous voyez que tout ça se compense. Et donc, le courant est tout simplement égal à 0. On vient donc de démontrer que le courant de t phi 1, t phi 2 est tout simplement égal à 0. On demande en étude la nature de t phi. Voilà. Maintenant, ceci est valable en fait, quelles que soient les valeurs de phi 1 et phi 2 prises dans l'ensemble des nombres réels. Donc, vous pouvez l'appliquer pour lorsque phi 1 et phi 2 sont égaux à phi. Donc, alors, à partir de là, je peux dire que quel que soit le réel phi pris dans l'ensemble des nombres réels, le comoment donc de t phi et de t phi est égal à 0. Et au niveau de la vidéo concernant les invariants d'un torseur, je vous ai expliqué que le comoment de deux torseurs, disons le comoment de t et de t, ça fait 2 fois l'invariance scalaire. Je vous l'avais donné. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, allez retourner à la vidéo pour voir cela. Le comoment de t, ça fait 2 fois l'invariance scalaire. Donc, ceci fait 2 fois l'invariance scalaire de quoi? De t phi, qui donne 0. Ouais, donc vous pouvez dire que l'invariance scalaire du torseur t phi est comment? Est nul. Donc déjà, à partir de là, vous pouvez quand même dire que le torseur t phi, comme son invariance scalaire est nulle, alors on peut dire qu'il s'agit d'un torseur élémentaire par définition. Alors t phi est un torseur élémentaire. J'avais fait une vidéo sur la classification des torseurs à partir de l'invariance scalaire. On sait que lorsque l'invariance scalaire est nulle, on est soit face à un couple, soit à un glisseur. Donc, il faut s'attaquer au vecteur R. Ici, le vecteur R phi, pour voir s'il est nul ou pas. Donc, ici, R phi, c'est quoi?
R phi, en fait, c'est le vecteur cosinus de phi, sinus de phi et 1. Ce vecteur n'est pas nul parce que sa dernière composante est 1. Le vecteur nul, c'est le vecteur 0, 0, 0. Donc, quand une seule composante du vecteur est différente de 0, le vecteur n'est pas nul. Pour que le vecteur soit nul, il faut que toutes les composantes soient nulles. Ce vecteur, on voit clairement qu'il n'est pas nul. Ouais. Parce que quand on examine d'ailleurs sa première composante, cette première composante, elle est différente de 0. On va dire que ce vecteur est différent, donc du triplé 0, 0, 0. Donc, différent du vecteur nul. Donc, comme R phi est différent du vecteur nul, alors c'est un glisseur précisément. Ce n'est pas un couple, c'est un glisseur. Alors, on va dire donc que T phi n'est pas un couple, c'est un glisseur. C'est un glisseur tout simplement. Donc, au niveau de la nature de T phi, nous savons que T phi est un glisseur. Voilà. Donc, tout ce qu'on a vu au cours n'était pas superficiel. Nous allons tout investir dans des exercices. Pour celui ou celle qui ne maîtrise pas le cours, je vous recommanderais vivement de réparer cela au plus vite. Sinon, au niveau de mon exercice, vous ne verrez absolument rien. Voilà. Donc, conclusion, T phi est bien un glisseur. On passe donc à la question suivante. On demande de déterminer la surface sigma engendrée par la centrale T phi lorsque phi décrit R. Voilà. On veut trouver la surface sigma, voilà, décrivant T phi lorsque phi décrit R. Bon, là, il faut bien comprendre la question. Il faut bien comprendre la question. Ici, à la question 2, nous allons noter delta phi, la centrale du torseur T phi. Okay? Donc, on note delta phi, l'axe central du torseur T phi. Comme c'est paramétré par phi, delta doit être aussi paramétré par phi. Soit delta phi, l'axe centrale de T phi, donc du glisseur T phi, en fait. Voilà. En fait, vous savez que quand vous avez une famille de droite, cette famille de droite peut décrire un certain ensemble. Voyez, par exemple, je donne un exemple de famille de droite. Je donne un exemple de famille de droite. Quand vous prenez un cône, par exemple, quand vous prenez un cône, mais peut-être une figure comme ceci, voilà, une figure comme ci de ça, peut-être qu'il y a, je mets ici un cercle comme ça. Quelque chose comme ça. Bon. Ici aussi, c'est juste un dessin comme ça. Hein. Donc, quand vous prenez les droites qui passent à ce point haut, vous voyez ces droites-là, quand on les tourne peut-être d'une certaine façon, ça peut décrire ces surfaces. Donc, quand on prend des droites comme ça, hein, je parle de droites qui passent à ce point, des droites comme ça. Bon, si on les fait tourner d'un certain angle constant, alpha, on peut obtenir une figure qui ressemble à ça, avec un angle alpha donné là. Donc, du genre, on prend une droite comme ça, une autre comme ça, ainsi de suite. Ça peut Bon, bref, je veux vous dire que quand on fait varier un ensemble de droites, on peut obtenir une surface. Et quand on rassemble plusieurs droites, on peut obtenir une surface. C'est juste ça que je veux. Par exemple, quand je prends des segments comme ça, quand je prends un segment comme ça, un autre comme ça, un autre comme ça, et puis je les prends ainsi de suite, je vais avoir une surface, quoi. Je vais avoir une surface. Et quand je prends des segments. Ici, ce que l'on se demande de faire, c'est de montrer que les états phi là, lorsqu'on fait varier phi, c'est-à-dire delta 1, delta 2, delta 3, delta indice 3,5, delta indice 1,5. Bon, bref, tous les delta phi là, voilà, ça donne une surface. Quand on les réunit ensemble, ça va donner une surface. Et c'est cette surface-là dont on veut obtenir ici l'équation. On veut obtenir l'équation de cette surface. Voilà. Vous voyez ça? Peut-être que quand je prends ce segment, bon, c'est un segment possédant une certaine équation. Quand on prend un autre segment, il a une autre équation. Peut-être ceci correspond à un paramètre M1 donné, ceci à un autre paramètre M2 donné, celui-là aussi à un autre paramètre M3 donné, ainsi de suite. Peut-être quand je les réunis, j'obtiens peut-être un carré comme ça. Admettons que j'obtiens un carré. Dans ce carré-là, c'est ça qu'on veut. Et vous allez voir que l'équation du carré ne va dépendre d'aucun paramètre. L'équation du carré. Puisque le carré, lui, c'est un ensemble global, donc indépendant de paramètres. Tout le carré aura une équation constante de quoi.
indépendant du paramètre. De la même façon, ici, les états phi décrivent une surface sigma. Et cette surface sigma-là ne dépend pas du paramètre phi. C'est une surface en quelque sorte constante. Les états phi varient, mais sigma est constante. Et c'est ce sigma-là que nous voulons. Notons que nous savons que T phi est un glisseur. T phi est un glisseur. Et je vous avais remarqué dans le cours que dans le cas d'un glisseur, la centrale, c'est juste l'ensemble des points où le moment est nul. Point glisseur. Donc ici, je vais dire que, donc ici, si un point P appartient à delta phi, on va décrire, c'est de décrire les delta phi. Si un point P appartient à delta phi, on va prendre ce point P de coordonnées ici, Y1. Donc, pour P de coordonnées ici, Z, donc pour P égale au point X, Y, Z, quoi. Un élément de R3, P appartient à delta phi, ça veut dire quoi? P appartient à delta phi équivaut ici à dire, comme T phi est un glisseur, ça équivaut à dire que T phi de P est nul. C'est parce qu'on est face à un glisseur, hein, pour bien le comprendre. Cela veut dire que T phi de P est nul. Ouais. Maintenant, comment évaluer T phi de P? Ok? Puisque la seule chose que l'on a donné, c'est T phi de O. On a donné juste T phi de O. Heureusement que nous connaissons la loi de transport des moments qui nous permet d'évaluer T phi de P en fonction de T phi de O. Donc, je vais écrire que ceci équivaut donc à écrire T phi de P, ça va être T phi de quoi? T phi de O plus R phi vectoriel quoi? Vectoriel OP est donc comme nul. Voilà. Maintenant, il me faut rappeler l'expression de T phi de O. Donc, P appartient à l'état phi toujours équivaut à. Donc, T phi de O, c'est en fait 1 moins sinus de phi. 1 moins sinus de phi. Cosinus de phi moins 1. Et ensuite, sinus de phi moins cosinus de phi. Et quant à R phi, c'est constitué de quoi? Cosinus phi, sinus phi et 1. Donc, plus R phi, je mets ici cosinus phi, sinus de phi, 1. Donc, OP c'est ici YZ. X, Y, Z. Ça qui donne alors 0, 0, 0. Donc, P appartient à l'état phi, ça équivaut à ça. Ce qui équivaut donc à écrire quoi? Ça équivaut à écrire que, donc ici j'ai 1 moins sinus de phi, j'ai cosinus de phi moins 1, et aussi sinus phi moins cosinus. Ici, c'est un produit vectoriel. Nous avons un produit vectoriel, et nous savons que, bon, pour les produits vectoriels, je vous avais montré aussi dans la partie rappel mathématique, le calcul des produits vectoriels. Donc ici, voilà, on supprime la première ligne, on fait le produit. Donc on a Z sinus phi moins Y. Donc je mets Z sinus de phi moins Y. Ensuite, au niveau de la deuxième composante, je supprime ça. J'aurai cosinus phi Z. J'ai dit de mettre un signe moins, donc je mets le signe moins. Et je mets donc cosinus phi Z moins X. Voilà. Ensuite, à la dernière ligne, on supprime ça. Donc j'ai cosinus phi Y. J'ai cosinus de phi fois Y moins sinus phi fois X. Donc ça va me donner alors le TP nul 0, 0, 0. Voilà, on combine donc les deux pour avoir un système. Donc, nous avons 1 moins sinus phi plus cette ligne-là. 1 moins sinus phi plus Z sinus de phi moins Y égale à 0. Ensuite, cosinus de phi moins 1. Je développe ici, j'ai moins cosinus de phi Z plus X égale aussi à 0. Et enfin, j'ai sinus de phi moins cosinus de phi plus cosinus de phi Y moins sinus de phi fois X. Je vous fais une remarque sur les équations là. Hein. En fait, la ligne 3, par exemple, peut être obtenue à partir des lignes 1 et ligne 2. En quoi faisant?
Imaginez que vous multipliez la ligne 1 par, disons, ici par exemple, il y a moins y, vous voyez, il y a moins y ici. Pour avoir cosinus phi y, c'est-à-dire je vais multiplier L1 par un certain coefficient pour que moins y donne cosinus phi y. Je vais multiplier L1 par moins cosinus phi y, c'est-à-dire si vous faites moins cosinus de phi y, ok? Vous multipliez la ligne 1 par moins cosinus phi. Si vous multipliez la ligne 2, bon, je veux que is devienne moins sinus phi. Donc, si vous multipliez la ligne 2 par moins sinus phi, maintenant vous multipliez par moins sinus phi. C'est-à-dire, je dis moins cosinus phi ligne 1, hein, moins cosinus phi fois la ligne 1, moins sinus phi fois la ligne 2. On va obtenir quelle ligne? Voilà. On va faire cette remarque ensemble. OK? Si on fait moins cosinus phi ligne 1, voilà, moins cosinus phi fois la ligne 1. Maintenant, moins sinus phi fois la ligne 2. Ça nous donne quoi? On va ensemble voir ce que ça nous donne. Donc, si je multiplie la ligne 1 par moins cosinus phi, j'aurai remarqué que j'aurai moins cosinus phi plus cosinus phi, sinus de phi. Ici, j'aurai moins z cosinus phi, sinus phi plus y cosinus phi. Donc, au niveau de la ligne 2, quand je mets ça, j'aurai quoi? Donc, ligne 2, c'est moins sinus phi. Donc, j'aurai moins sinus phi cosinus phi. Donc, on a ici moins sinus phi cosinus phi plus sinus de phi. Plus sinus de phi. Ici, j'aurai plus sinus phi cosinus phi z plus sinus phi cosinus phi z. Maintenant, moins x sinus de quoi? Moins x sinus phi égal à 0 finalement. Maintenant, je pense qu'il doit y avoir quelques petites simplifications. Je vais regrouper les choses. Je vais regrouper sinus phi moins cosinus phi. Vous voyez qu'il y a ça ici. Sinus phi moins cosinus phi. Je vais prendre sinus phi cosinus z. Vous voyez celui-là. Ça part avec celui-là. D'accord. Maintenant, je vais prendre cosinus phi y. Et donc, vous aurez cosinus phi y. Je vais aussi prendre quoi? Bon, j'ai omis de mettre égal à 0 ici. Donc, allons-y. Je vais aussi prendre moins x sinus de phi qui est ici. C'est-à-dire moins sinus phi x, celui-là. Donc, moins sinus de phi x. Vous avez remarqué que celui-ci, cosinus phi sinus phi, part avec moins sinus phi cosinus. On va dire qu'on a ça là égal à 0. En fait, j'étais juste en train de vous faire remarquer que si vous combinez, ce que je viens de vous montrer là, c'est que si vous combinez les lignes 1, ligne 2, vous pouvez obtenir la ligne 3, quoi. Donc, la ligne 3 s'obtient à partir des lignes 1 et de la ligne 1 de la ligne 2. Donc, L3, on remarque que ça s'obtient à partir de quoi? À partir de L1, ça c'est L3, hein? À partir de L1, L2, il faut bien le remarquer. Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de la ligne 3, quoi. Si vous êtes en train de résoudre un système, je sais que L1, L2 permet déjà d'avoir L3. Ça veut dire que dans mon système, je peux enlever L3. L3 ne me sert plus à rien. C'est comme si par exemple vous avez un système où on dit x égale à 1 et on dit aussi que 2x égale à 2. Vous n'avez pas besoin de 2x égale à 2. Vous n'avez pas besoin de ça puisque c'est déjà la même chose que x égale à 1. C'est la même chose ici. L3, ça s'obtient à partir de L1, L2. Donc, je vais l'enlever. Je vais juste restreindre donc le système à cette partie-là. Cette partie seule nous suffit. Donc, on va écrire que le système est juste équivalent à cette partie-là. Donc, finalement, P appartient à delta phi. P appartient à delta phi. Ça équivaut tout simplement à ce que je mets ici. Donc, si jamais on vous demande de donner un système d'équation de delta phi, c'est ça. Hein. Delta phi, c'est la droite de système d'équation, les deux là. Vous savez qu'une droite est l'intersection de deux plans. Donc, prenez un plan comme ceci, par exemple, un autre plan comme cela. Ces deux plans-là se coupent en une droite d'intersection, bon, peut-être quelque part ici.
deux plans se coupent en une droite. Donc ici, L1, c'est l'équation d'un plan en fait. L'équation d'un plan en fait est de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Quoi. Donc le premier est de cette forme. AX, bon ici A c'est 0, AX, BY, B c'est moins 1, CZ, C c'est signifie, D c'est 1 moins signifie. Bref, L1 c'est l'équation d'un plan, L2 aussi, c'est l'équation d'un plan. Donc l'intersection des deux plans, là, c'est ça qui donne la droite d'état phi. Donc si jamais on vous demande de donner un système d'équation de l'état phi, c'est ça. Ceci donne un système d'équation de l'état phi. Système d'équation de delta phi. Voilà. Et comme vous avez ici un système d'équation de delta phi, bon, maintenant je vais chercher sigma. Je disais que l'exercice est de trouver l'ensemble des delta phi en fait. C'est-à-dire les delta phi forment quelle surface quand on les met à côté les unes des autres et qu'on prend pour former tout un ensemble de points. Tout ensemble de points, c'est quoi? C'est ce que nous voulons voir ici. Pour cela, vous devez faire tout pour éliminer phi dans l'expression. Parce que je sais que sigma ne dépend pas du phi. Sigma est constant quoi. Donc, dans cette équation que vous avez là, vous allez faire tout pour éliminer le paramètre phi. Je vais faire tout pour éliminer le paramètre phi. Et pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Pour éliminer le paramètre phi, je pense en fait à tirer dans la première équation sinus de phi. Et dans la deuxième équation, je vais tirer cosinus de phi. Après, je me servirai de la relation sinus carré de phi plus cosinus carré de phi égale à 1 pour éliminer phi entre les deux équations. Allons-y, vous verrez bien. Donc, je dis que si P appartient à l'état phi, alors dans la première équation, je peux tirer sinus de phi. Si je mets sinus de phi en facteur, c'est quoi? Ici, j'ai moins 1 et de l'autre côté, j'ai z. Donc, je balance le reste de l'autre côté, c'est-à-dire y moins quoi? Moins 1. Je vais mettre ici cosinus de phi en facteur. Il y aura 1 tout d'abord, ensuite on aura moins z. Et de l'autre côté, quand je balance, j'aurai 1 moins. Voilà. Maintenant, je vais faire la somme des carrés. Je vais élever ça au carré plus ça au carré. Donc, je vais faire la somme des carrés. Donc, je lève le premier carré plus le second carré. Donc, j'aurai sinus carré de phi fois z moins 1 le tout au carré plus cosinus carré de phi. En fait, faire 1 moins z au carré, 1 moins z le tout au carré, c'est la même chose que z moins 1 le tout au carré. Vous pouvez vérifier. A au carré, c'est le carré du mot. Alors, bon, bref. Je vais mettre z moins 1 au carré ici, qui est donc égal à y moins 1 au carré plus 1 moins x au carré. Si là, ça marche. C'est ici qu'on va utiliser la relation sinus carré de phi plus cosinus carré de phi égale 1. Donc, on fait une mise en facteur par z moins 1 au carré. On aura ici z moins 1 au carré, facteur de sinus carré de phi plus cosinus carré de phi égale. Donc, 1 moins x au carré, c'est la même chose que x moins 1 au carré. Donc, on aura x moins 1 au carré plus quoi? Y moins 1 au carré. Donc, comme ceci c'est 1, alors finalement, on voit que j'ai une équation qui ne dépend pas de phi. Il s'agira de l'équation voulue. Donc, j'aurai z moins 1 au carré est donc égal à x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré. Voilà donc. Vous voyez que l'équation que j'ai obtenue ne dépend pas de phi. C'est l'équation de sigma. Donc, voilà. On va donc dire que l'état phi décrit voilà la surface sigma d'équation z moins 1 au carré. Bon, je pourrais écrire voilà, x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré moins z moins 1 le tout au carré qui est égal à 0. Et c'est donc tout pour cette question. Voilà. Donc, reprenez, c'est très important pour mieux comprendre le raisonnement qui a été fait. À la prochaine. Bouge-toi le cul maintenant et arrête.
arrête d'être une merde. Parce qu'une fois que tu es au sommet de la montagne, tu ne peux pas aller plus haut. Parce qu'à l'autre bout de la souffrance, se trouve un monde que très peu de gens, très peu, ont déjà vu. La pire chose qui puisse arriver à n'importe quel être humain, c'est de devenir civilisé. Le seul moyen d'empêcher une machine de rouiller, c'est de la faire fonctionner. Et cette machine, c'est ton cerveau. Tu dois continuer à le défier, tous les jours. Je veux que vous réalisiez que cette vie est un grand jeu d'esprit. Et une fois que vous aurez appris à jouer à ce grand jeu d'esprit, ce n'est plus un jeu que vous jouez. C'est votre vie que vous vivez. Oh, t'es juste un peu plus gros. Non, mon gars, t'es obèse.